modèle de management et les équipes terrain au cœur de la performance RH. David et Sandra vont nous faire une merveilleuse conférence. Et puis, écoutez, c'est parti, on peut les applaudir, merci. Pardon. Bonjour à tous. En fait, on va se faire une petite conversation au coin du feu avec Sandra, qu'on a le plaisir chez Zest d'avoir comme cliente. Quel fauteuil tu choisis? Allez, on y va. On est entre nous. Et donc, on va aborder un sujet qui est vraiment important pour nous, pour toi, pour ton entreprise et certainement pour vos entreprises, puisqu'on va parler des populations terrain et du management des enjeux RH pour ces populations qui sont si importantes. On va en parler. Sandra, le secteur retail, que moi j'ai toujours aimé en tant que consultant ou partenaire éditeur de logiciels, c'est un secteur passionnant. Mais alors, il y a une sacrée dose de problèmes, d'inattendus qui arrivent depuis ces dernières années, et confinement, etc. Par contre, Courir a une position un peu particulière. Je pense que c'est intéressant de découvrir un peu plus Courir avec quelques chiffres. On a tous nos sneakers, bien entendu. Explique-nous. Oui, merci. Merci David. Donc Courir a 45 ans quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise qui est née du monde du sport masculin et de la performance au départ. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Si je regarde vos pieds et les miens, nos petits-enfants, nos grands-parents, tout le monde en porte. Et Courir aujourd'hui, c'est le spécialiste de la sneakers préféré des femmes en Europe. On a beaucoup de femmes qui sont là. Je ne sais pas si c'est un signe, mais il y a beaucoup de femmes présentes. Et on est passé donc sur le marché de la mode. Et ce qui nous caractérise, c'est la force de notre relation client. On n'est pas des distributeurs de boîtes, hein, comme on a l'habitude de le dire par rapport à certains concurrents, mais on est vraiment des conseillers de vente. Et là, ce qui est important, c'est le mot relation, en fait. Et dans l'inattendu, qui est le thème un peu de ces conférences, je crois qu'il y a des phénomènes qui prennent de plus en plus d'importance, qui peuvent impacter la vie d'un modèle d'un seul coup. Oui, en fait, c'est un secteur assez particulier puisque c'est un phénomène de société, en fait, la sneakers. Et avec l'avènement des réseaux, des influenceurs, c'est un marché qui est très fluctuant et qui peut, du jour au lendemain, vous faire arriver au top des ventes une paire que vous n'avez pas du tout attendue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va changer la stratégie, ça va changer le mode de vente en magasin, ça va changer plein de choses. En fait, ça veut juste dire agilité maximum très très souvent, quoi. Voilà, dans la tête, dans le mindset, même du management, c'est important. Et effectivement, je donne tes notes. Effectivement, donc Zest, on s'est vraiment intéressé aux populations terrain en tant qu'éditeur de logiciels en se disant, voilà, il y a un vrai besoin d'équiper la performance de ceux qui accueillent, de ceux qui livrent, de ceux qui fabriquent dans les organisations, d'en prendre soin en termes RH. Et on sait que c'est essentiel dans le secteur d'activité, et donc chez Courir en particulier. Avec Sandra, on a sélectionné 3 initiatives pratiques sur lesquelles vous avez vraiment bougé les lignes, et je pense qu'elles sont inspirantes pour tout le monde ici, y compris si on n'est pas dans le retail. On va commencer par cette approche qui fait tout à fait écho à ce que tu viens de dire, qui est cette orientation client dans l'ADN de Courir, qui est la symétrie des attentions, et qui dit en gros, satisfais tes collaborateurs, tu satisferas mieux tes collaborateurs. Et ça a du sens, pas seulement dans le secteur du retail, pas seulement chez Courir, et donc ça a eu un écho particulier quand même chez vous. Oui, en fait, vous savez, hein, vous connaissez tous cette phrase de l'ancien PDG de Virgin qui dit « Occupez-vous de vos salariés, ils s'occuperont de vos clients ». Et d'autant plus quand on est dans le retail, sur un secteur avec un très gros turnover, hein, en fait, c'est structurel. J'aimerais bien qu'on puisse le diminuer, mais déjà, quand on le stabilise, on est satisfait. On est à 40% de turnover sur le staff. Donc, tous ces équipes qui vendent nos produits sont les plus importants du modèle. Donc, c'est tout simplement travailler autant sur la relation manager-salarié pour qu'eux puissent travailler sur cette relation salarié-client. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais en fait, on se rend compte que le principal, si on veut garder les gens, c'est vraiment ça. C'est cette symétrie. Je peux pas donner ce que j'ai pas. Donc, donnons du plaisir à nos collaborateurs, accompagnons-les, rendons-les performants et ils nous le rendront bien, quoi.
La base, c'est un peu ça. Surtout que finalement, on parle beaucoup d'expérience collaborateur, de bien-être. Là, on parle quelque part du bien-faire. C'est-à-dire comment je satisfais bien mes clients. Si vous n'avez pas les moyens de satisfaire vos clients, bah, le matin, quand vous allez dans le magasin, ça va être un peu plus compliqué que si vous avez les moyens, les compétences, etc. Et cette écoute collaborateur dans cette approche marketing, ce qui est intéressant, c'est que, ouvrons le capot, c'est qu'il y a eu un diagnostic grâce à ça, assez intéressant, qui a bien sûr structuré votre plan d'action derrière. Partage-nous ces éléments de diagnostic. Donc, on est parti d'une démarche marketing, en fait. Moi, je voulais pas multiplier les outils un peu à l'avenant comme ça. Donc, on est parti d'une étude de marché, non pas de notre consommateur, enfin un peu, c'est notre consommateur, le collaborateur finalement. On a lancé un speak-up sur nos 3000 salariés et il en est sorti. Bon, on s'est regardé dans la glace, hein, c'est pas très agréable de voir qu'on est moyen, voire mauvais sur certains aspects. Et il en est sorti en effet 3 éléments saillants. Déjà, le premier, c'est que je vous ai parlé de 40% de turnover. Une personne sur 3 qui quittait l'entreprise, la quittait dans les 3 mois. Une personne sur 2 la quittait dans les 6 mois. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que l'élément de levier de motivation le plus fort était tout ce qui était lié à l'atmosphère du magasin, à la bienveillance, au relationnel, à l'ambiance. On a beaucoup de jeunes chez Courir, hein. Et ça, c'est essentiel. Et enfin, l'élément de détraction majeur, quand les gens partent, ils partent pour des raisons de relations managériales. Donc, on s'est dit déjà, si on traite ces 3 points ou qu'on essaye en toute humilité, on va essayer de gagner de la rétention. Alors, j'ai vu des yeux waouh, quand tu as parlé des turnovers, des moments enfin, un peu critiques et des durées, c'est vrai que c'est une donnée dans le retail et vous êtes de loin pas les moins bien placés. Par contre, ça vous impose, et c'est là où c'est un benchmarking intéressant pour vous, ça vous impose d'être hyper bon sur ce que vous faites pour avoir un début de résultat et bien entendu maintenir ça. Et c'est ce que vous avez fait avec un plan d'action où les rituels de management, très vite, rentrent en scène dès le onboarding finalement. Oui, alors hyper bon, je sais pas, hein, mais un peu meilleur ou un peu moins mauvais qu'avant. Oui, on s'est attelé, la première chose, on s'est attelé à structurer un plan d'onboarding très très serré, très rigoureux, avec en co-construction, et moi c'est vraiment mon maître mot, en co-construction avec le terrain. Je fais rien dans ma tour d'ivoire avec mes équipes, hein. Je co-construis tout avec les managers. Donc, on s'est outillé aussi pour l'onboarding, hein, mais on l'a vraiment jalonné dans le temps. Ce qui fait qu'on suit à la culotte les managers pour être bien sûr qu'ils onboardent correctement. Et ça commence dès la fin du recrutement, en fait. La deuxième chose, c'est la formation, hein. Nous, la formation, on a plusieurs sujets, mais le plus important, c'est la vente. Donc, on a co-créé avec des managers une formation vente, un peu en théorie, parce qu'il faut bien avoir les bases et donner des réflexes, mais surtout sur le terrain. Ça veut dire que nos formateurs vont sur le terrain, former les gens. On va à l'autre à chaque fois. C'est pas lui qui vient à nous, on se déplace et le management prend le relais. Et pour moi, pour que ça marche, il faut que ce soit séquencé dans le temps, répété et suivi, que la formation rentre par tous les pores de la peau, en fait, hein. Par la tête, par le corps, par le cœur. Voilà. Donc ça, c'est les 2 choses les plus importantes. Et ensuite, c'est le séquencement des rituels sur un rythme qui va de la journée à l'année. Mais mais c'est exactement. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que le onboarding commence le premier jour, voire avant. Ouais. Et le premier jour n'est pas le dernier jour. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des rendez-vous, tu disais, à 2 mois, à 4 mois, qui sont effectivement critiques. Et voilà, il faut avoir les signaux faibles, avoir des plans d'action, on va dire, en local. Et puis, il y a cette perspective, parce qu'il y a quand même des gens qui restent dans le retail, et en particulier chez vous. Et donc, c'est comment quelque part, vous créez un parcours plus sur le moyen long terme avec cette notion de carrière et de promotion interne qui est un grand pilier finalement de l'offre employeur dans le retail en général. C'est vrai chez Courir aussi.
Oui, moi c'est pour ça que je suis restée dans le retail depuis 25 ans, c'est que c'est un ascenseur social formidable, même si c'est un métier difficile, hein, mais souvent on rentre par hasard et on y fait carrière. On a 80% de nos managers qui sont issus de la promotion interne jusqu'au niveau du comité de direction. Donc c'est important. Qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer cela? Parce que les collaborateurs ont besoin de visibilité si on veut qu'ils restent. On a créé une plateforme ouverte aux 3000 collaborateurs où on met tous nos postes ouverts. Ils postulent, on valide ou pas, et derrière, ils rentrent dans un process d'assessment. Et s'il le rate, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il sache ce qu'il faut faire pour le réussir la fois d'après. Voilà. Et en 2 ans, on a augmenté notre taux de réussite de 20%. On était à 60%. Là, on est à 80%. Voilà. Mais on structure notre gestion de carrière par des assessments et derrière des plans d'action. Et le plus dur, évidemment, c'est quoi? C'est de suivre les plans d'action. Parce que sur 300 magasins, il y en a qui font, puis il y en a qui font pas. Donc, le rôle des RH opérationnels, c'est de suivre. Enfin, je trouve vraiment intéressant sur cette mobilité interne. Bon, bien sûr, il y a la marketplace, des opportunités, il y a le process de décision, mais il y a cette espèce d'accompagnement opérationnel quelque part à faire qu'on met en situation le collaborateur pour qu'il soit en succès ou peut-être que ça soit trop tôt. Et donc, mais on est dans cet accompagnement très terrain finalement, très concret, pas déconnecté du poste opérationnel et notamment des magasins. Ce que tu dis, ça fait écho à notre baromètre qui étudie un petit peu les leviers d'engagement et de l'expérience collaborateur. C'est ce fameux levier d'infidélité, malheureusement, qui est le deuxième dans la liste, de la qualité du management, et en particulier des entretiens annuels. Alors, ce n'est pas le terme entretien annuel qui pose problème. Il faut voir que l'entretien annuel, c'est souvent le moment clé où on va partager les choses qui vont être décisives dans ma carrière, dans mon expérience collaborateur. Et ça, vous avez une approche assez intéressante sur justement cette ritualisation qu'on évoquait sur le onboarding, mais là, vous l'avez fait aussi dans la relation manager-manager, qui est un point important dans votre organisation. En fait, l'entretien d'évaluation, enfin, je sais pas vous, mais moi, souvent, c'était un peu perçu comme un gros mot chez les managers. C'est, ah, ça y est, voilà, les RH qui arrivent encore avec leur entretien d'évaluation. Côté collaborateur, c'est l'entretien, ça sert à quoi? Tous les ans, je vous dis ce que je veux, il se passe rien, voilà. Donc la question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, nous, il y a 2 choses. Un, pour suivre le qu'est-ce qu'on en fait, on l'a digitalisé. Parce que si on n'a pas de données, si on ne peut pas mémoriser la data, mesurer si ce qu'on fait c'est bien, ça sert juste à rien. Et deuxièmement, 1 an, c'est trop long. Et on a plein de situations managériales catastrophiques où le manager attend le fameux sacro-saint entretien pour dire les choses. Et moi, je dis, je serais contente, je serais satisfaite quand j'en ferai plus des entretiens annuels. Parce qu'on essaye d'inculquer la culture du feedback permanent, continu. Mais c'est très difficile. Au début, un manager, il me dit, mais vous croyez vraiment qu'on a que ça à faire, des entretiens fréquemment? Donc, c'est arriver à diffuser cette culture du feedback, de dire les choses, c'est pas facile. Donc, pour ça, on a digitalisé chaque moment et on a des briefs quotidiens, des grilles d'écoute hebdomadaires, des entretiens mensuels d'objectifs, des entretiens mi-annuels, etc. Et peu à peu, les managers comprennent qu'en fait, c'est un outil de gestion de la performance qui est formidable pour eux et non pas une contrainte RH. Et pour éviter cet affrontement, vous savez, cette image qu'ont les RH parfois, un peu vieillotte, un peu poussiéreuse ou un peu flicage, et le magasin. Moi, j'ai allégé les structures RH des sièges et j'ai renforcé les structures RH managériales de proximité. Et dans le retail, en tout cas, ça fonctionne. Ouais, c'est vraiment intéressant, c'est que là, il faut penser, tu as une image de la barque où il ne faut pas trop
Tu peux l'expliquer un peu cette image d'ailleurs, je trouve. Oui, ça t'avait amusé si tu veux, mais oui, enfin quand vous faites un peu de bateau et que vous avez trop de gens qui regardent le cap et peu de gens qui rament, la barque avance pas quoi. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée, mais c'est vraiment de garder pour moi la pierre angulaire dans mon équipe RH, c'est les HRBP, les RRH opérationnels qui sans cesse font ce travail de courroie de transmission et d'accompagner la politique au plus près des managers. Et on passe notre temps à ajuster. Hein. Alors, c'est des grains de sable, hein, mes RRH. Hein, c'est un peu. Mais au moins, il faut avancer les choses. Et c'est vrai que cette digitalisation, elle t'aide, enfin, comme d'autres organisations, à gérer la complexité de cette organisation, et en particulier dans une organisation en réseau, avec beaucoup de magasins, hein, plus de 300, avec des changements, des impulsions de la direction générale par rapport au marché, qui peuvent être assez, on va dire, rapides, sur lesquels il faut pouvoir effectivement adapter les choses, faire passer les choses, et que ça se matérialise concrètement dans les magasins. Et ça, la digitalisation a été un vrai plus pour atteindre cet objectif de performance. Mais oui, ça va vite. Hein. Avec un QR code, vous pouvez créer un survey, vous pouvez créer un questionnaire, une routine, un rituel. Et puis franchement, moi, j'ai 27 ans de moyenne d'âge dans mes magasins. Si je commence à sortir Excel ou le papier et le crayon, vous imaginez bien que voilà. On aura créé une adresse pro, une adresse mail, mais évidemment, ils y vont jamais. En revanche, ça leur permet de se connecter à tous nos outils digitaux d'évaluation. Donc, et je ne sais pas si on l'a déjà assez évoqué, mais vraiment, le digital permet le recueil de data. Et sans ces data, on ne peut pas mesurer l'impact qu'on a sur le business. Et moi, mon objectif, c'est de sortir de cette logique les RH sont un centre de coûts, mais en fait, pour arriver à convaincre la direction générale qu'il faut investir dans les people, quoi. Et ça, si vous n'avez pas de KPI pour mesurer l'impact sur le business, ni le CFO ni le CEO vous croiront, quoi. Et c'est vrai que ce qu'on se dit, c'est que cette digitalisation, c'est pas juste de mettre, on va dire, comme disaient certains, dans le silicone les erreurs qu'on faisait avant. C'est de moderniser ces pratiques de management, de les rendre très accessibles. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de fracture de la qualité du management et dans la digitalisation des organisations si on regarde les populations terrain. Combien, peut-être dans vos entreprises présentes ici, utilisent du papier, du Excel, combien ont déployé leur SIRH, peut-être qu'au niveau des encadrants, il y a des grandes organisations dans le retail qui ont cette contrainte-là. Pourtant, ce qui est essentiel, on l'a dit encore et il faut important de le rappeler, ces populations qui sont dans le terrain, qui ont un turnover souvent très élevé, c'est eux où il faudrait avoir la meilleure qualité de l'accompagnement et la meilleure digitalisation finalement. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait les éléments un peu de choix clés dans le choix de Zest justement? Il y a eu 2 choses, allez 3. Un, c'était pas une grosse boîte à l'époque et moi j'aime bien travailler avec des challengers parce que... On n'est pas encore très gros. Hein, voilà. Non mais ils sont plus réactifs en fait. Quand vous êtes oui, ils sont plus réactifs. Donc leur adaptabilité, le côté user-friendly, parce que moi je mets toujours les lunettes de celui qui va l'utiliser. Donc si le manager me dit ton usine à gaz là c'est bon, c'est que déjà j'ai raté le départ. Le back-office aussi, quand même. Et puis surtout, la philosophie de Zest qui est, comme la symétrie des attentions, je pars du collaborateur. Et chez Zest, vous ne pouvez pas faire un entretien d'évaluation si le collaborateur n'a pas, lui, impulsé et commencé à réfléchir à son auto-évaluation. Exercice ô combien périlleux, mais on y arrive. Et voilà, et c'est toujours, je pars du collaborateur et je remonte, quoi, bottom-up. Voilà, c'est un peu ce qui m'a fait choisir. Merci de partager ça. Et c'est vrai que souvent, on nous dit, et moi j'aime bien aller dans les magasins de temps en temps de certains de nos clients, c'est l'avantage du retail, on peut y aller. Au moment des entretiens, c'est est-ce que vous connaissez Zest? Et souvent ils me disent, bah oui, je l'ai j'ai mon téléphone. Et c'est important parce que la réalité d'un magasin, c'est qu'il n'y a pas de PC pour tout le monde. Hein. Voilà, vous avez un PC pour faire les commandes, pour encaisser, pour faire les inventaires, pour faire le e-learning, bref. Donc évidemment, ils font tous leurs entretiens sur le smartphone finalement. Et les managers adorent en général, effectivement. Et alors, il y a une troisième initiative qui est peut-être ma chouchoute,
par rapport à ce que vous avez fait en termes de bouger les lignes, c'est sur la revue des talents ou la People Review. Parce que souvent, cette pratique où on se réunit, management et RH, on la réserve à l'élite, aux populations sièges, aux hauts potentiels. Mais alors, en particulier dans le retail, impossible de le faire au niveau de l'ensemble de la population, même si c'est la plus importante pour le business. Pour autant, vous avez réussi à démocratiser ça. Oui, enfin nous, c'est quand même, on a sur 3300 collaborateurs, on n'a que 180 personnes au siège, y compris ce qu'on appelle les populations nomades. Donc encore heureux, j'ai envie de dire, qu'on fasse des people review pour ceux qui nous font vivre et qui servent nos clients. En revanche, ce qui est plus difficile, en effet, c'est de le descendre jusqu'au niveau des vendeurs. Mais quand on a 40% de turnover, on n'a pas le choix en fait. Si on n'a pas un vivier, si on n'a pas anticipé les plans de succession, on est mort. Donc oui, on l'a descendu avec votre aide jusqu'aux vendeurs. Et ce qui est important, c'est que dans la gestion d'une carrière, c'est le précaré de personne. Une people review, ça se fait avec plusieurs instances autour de la table. Il y a évidemment le N+1, il y a le N+2, il y a peut-être un manager qui a travaillé avec la personne 2 ans auparavant ou qui l'a connue dans un autre contexte, et il y a les ressources humaines qui veillent quand même à ce que l'évaluation soit objective et harmonieuse d'un secteur à un autre. Voilà ce que je peux dire sur les talents. J'aime bien cette modestie. C'est beaucoup de travail pour tes équipes et c'est une vraie ambition RH. Et c'est vrai que ce processus ce moment est très collaboratif. C'est un vrai moment de dialogue entre le management et la fonction RH, où on prend soin du collaborateur sur une perspective qui est peut-être pas en mode pompier, pour une fois, mais qui est peut-être justement un peu plus stratégique, avec beaucoup d'impact justement sur la fidélité des collaborateurs. Et bravo encore pour ça. Et ça rappelle ce rôle que tu évoquais finalement de la première ligne RH près des magasins que vous avez renforcé dans votre approche. Alors, on est super bon en termes de temps. Donc, on va avoir la possibilité d'avoir des questions. Donc, préparez-vous. Avant ça, juste un dernier petite question pour toi, Sandra. Est-ce que tu as un conseil un peu pour ceux qui... alors, bien sûr, chaque expérience, chaque secteur est différent, mais qui te semble un peu générique, essentiel à partager avec tes pairs RH? Je sais pas, moi je dirais que le plus important, c'est un peu l'image qu'on donnait tout à l'heure, c'est de toujours penser nos actions avec le regard du terrain et en chaussant les lunettes du terrain, donc du manager et même du vendeur. Et pour faire ça, ça présuppose qu'on co-construise tout avec des allers-retours, avec des ajustements. Voilà, le mieux est l'ennemi du bien. On va pas sortir le plan génial tout de suite. Voilà, et on fait pas une politique RH pour faire plaisir au comité de direction, mais pour avoir un impact sur le business. Voilà. Enfin, c'est un peu des évidences, mais ça va mieux en le disant peut-être. Oui, c'est encore mieux en le faisant, ce qui est un vrai challenge dans le quotidien finalement et dans ce secteur d'activité où on a vu qu'il y avait beaucoup d'inattendus, d'adaptabilité qu'il fallait avoir. En fait, ce qu'on a évoqué, pour récapituler, on a évoqué l'importance d'une approche marketing qui part de l'écoute des collaborateurs, terrain en particulier, pas seulement, mais en particulier terrain, avec un diagnostic et des plans d'action qui sont vraiment conçus pour eux, par rapport à leurs irritants, par rapport à leurs attentes. Et comme tu l'as dit, c'est de l'amélioration continue. La deuxième, c'est la digitalisation qui permet de ritualiser à l'échelle d'une organisation complexe, en réseau, très terrain, y compris avec des contraintes où les gens n'ont pas de PC, pas d'email. Et ça, c'est un élément clé. Et deux, faire du qualitatif et du stratégique RH pour les opérationnels terrain, c'est possible, vous l'avez démontré, et c'est une formidable opportunité pour impacter en 2023. C'est ça ce que l'on met chez ZES derrière la management tech, qui est en fait de mieux gérer les enjeux RH, notamment en embarquant finalement les managers de proximité et les populations terrain. Après, ça peut être un paradoxe, mais en tout cas, on parle de tech, d'outils.
surtout, moi, gardez à l'esprit que le meilleur outil du monde remplacera jamais la relation humaine et que voilà, peu importe le support, peu importe l'outil finalement, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on garde tous en tête. Et, euh, et l'IA pourra nous aider à ça aussi, je pense, à faire Exactement. encore mieux notre métier. Oui, tout à fait. Et l'IA, par exemple, c'est d'aider à faire des résumés. C'est pas de remplacer, c'est d'aider concrètement la relation humaine que tu évoquais. Alors, je vous propose de passer un temps de questions-réponses. Alors, on a plusieurs mains. Je sais pas comment se gère. Merci. On m'entend? Bonjour et merci pour ce témoignage. Donc, moi, je suis Elena Nallet, directrice chez Rémy Cointreau, directrice de la formation chez Rémy Cointreau. Et je voulais savoir, donc, en fait, en ce moment et même depuis plusieurs années, c'est très à la mode de mettre en place des modèles de leadership, des modèles de management. Entre guillemets, ce sont des valeurs qu'on veut que les managers incarnent, etc., etc. Ma question, c'est est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous avez, si oui, vous avez réfléchi à marier le modèle du management avec le rythme du manager, si je comprends bien, c'est votre colonne vertébrale pour construire en fait les accompagnements pour les managers. Donc voilà, c'est autour de ça. Si oui, comment vous avez fait pour rendre tout ça cohérent? Sinon, votre conviction par rapport à ça? Je vais vous décevoir dans ma réponse, mais non, on n'a pas encore réfléchi à ça sur un plan stratégique. En fait, on est nous dans le retail très très opérationnel, mais même au niveau stratégique, en fait, la stratégie RH, elle reste très opérationnelle. Je suis toujours très gênée quand on me parle de mes valeurs et qu'on me les demande. Ça fait, je crois, alors moi, ça fait que 3 ans que je sais courir, mais 25 ans dans le retail. Et en fait, les valeurs, elles viennent, mais ce qui compte, je pense, c'est plus sur le terrain, quelles sont les actions, quoi. Et en fait, on peut être bienveillant, être dans l'excellence, être innovant, inspirant. Ok, mais ça veut dire quoi en vrai pour le vendeur qui vend des chaussures 30 heures par semaine? Vous voyez, c'est donc non, nous on a construit un modèle 360 sur la trajectoire collaborateur d'avant qu'il rentre jusqu'à sa fin de vie, mais pas avec le prisme que vous... Voilà. Oui, je peux compléter pour donner une autre expérience. C'est Célio qui a, vous savez, ce branding binormal. Célio, juste après la crise, avec un plan, alors avec une situation compliquée, a voulu adapter son management. Voilà. Et donc, en 6 semaines, on a déployé les entretiens nouvelle formule chez Célio. Et dedans, embarqué dans cette transformation, digitalisation, il y avait ce nouveau positionnement de ses compétences, on va dire, managériales, de qu'est-ce que ça veut dire binormal quand tu es en entretien avec un équipier dans un magasin. Comment tu lui parles? Est-ce que tu l'écoutes ou est-ce que tu l'évalues tout de suite? Voilà. Et ça se voit concrètement. Donnez-moi votre âme, je vous dirai qui vous êtes d'entretien. C'est vraiment un élément très intéressant. Donc, c'est une façon de les traduire. Et je trouve que ta réponse est vraiment intéressante parce que souvent, les valeurs, c'est un gros sujet qui prend beaucoup de temps en direction générale, dans les sièges. Et finalement, sur le terrain, bof. Voilà. Et donc, ça fait réfléchir dans cette approche marketing, finalement. C'est quoi ce qui fait de l'ego, trip, on va dire ça comme ça, ou de l'utilité pour la satisfaction de vos collaborateurs? D'autres questions, je crois. Oui. Oui, bonjour, Sophie Palès. Moi, je fais de l'accompagnement au développement managérial. Et d'abord, avant tout, je voulais partager un commentaire sur ce que vous dites. Je pense que ce pragmatisme que vous évoquez, cette attention aux salariés de terrain, non connectés en plus, elle aurait plein de vertus à être transposée à d'autres organisations. C'est votre activité qui dirige en fait ce pragmatisme-là, puisque vous êtes évidemment orienté vers la vente, le client, et c'est lui qui va diriger beaucoup de choses. Vous Mais je m'avez pense piqué que ma conclusion. Ah, pardon.
Donc ça, voilà, d'abord, c'est un commentaire, en fait. Les choses sont parfois un peu simples et je le relierai au paradoxe que vous évoquiez entre IA et relations humaines. Au fond, il y a plein de choses. C'est peut-être pas toujours la peine de phosphorer en comité de direction pour sortir des trucs qui sont complètement déconnectés du terrain, posant la question aux vrais gens qui travaillent dans les vraies boutiques, en l'occurrence, ou de manière opérationnelle. Ça, c'était d'abord mon commentaire. Et puis, j'avais une question. En fait, moi, je suis très curieuse de savoir si vous avez réussi à réduire ce fameux turnover qui était à 40%, qui, je pense, est un standard de votre domaine d'activité. Oui, on a réussi un petit peu, mais je sais même pas si on peut parler de réussite. Alors, il était à 47%, il est à 43%, et là-dedans, on a l'Île-de-France qui pèse très très fort. Donc en fait, il est plutôt à 30 et quelques, et à 20% seulement sur les directeurs de magasins, par exemple. C'est les vendeurs qui tournent beaucoup. Donc il y a une partie de ce turnover qui est un turnover sain et quasi voulu. Mais on l'a quand même baissé de 3 bons points. Oui, ce qui est énorme, mais en fait, j'ai peu d'illusions là-dessus et je pense qu'il est structurel. En revanche, quand on mesure la satisfaction de nos collaborateurs, elle augmente. Et donc, on a de la rétention. On peut parler réellement de rétention des talents. Là-dessus, on est en progrès. Sur ceux qu'on veut vraiment garder, c'est plus qualitatif. Oui, voilà. Alors, je crois qu'Alexia... Je crois qu'Alexia... Alexia est la maîtresse du temps. Et donc, on va bien sûr respecter ça, des horloges. Je voulais vraiment te remercier, Sandra, et bien sûr tes équipes pour ce témoignage, je pense, inspirant, pragmatique, qui montre qu'on peut bouger les lignes et être très ambitieux. Et toujours ce bon sens, finalement, que nous apporte le retail, qui est de dire, voilà, il faut que ça marche, il faut que ça soit efficace, il faut que ça rentre dans les cases d'un management qui est quand même très occupé par d'autres choses. Et donc, il faut le prendre en compte. Merci vraiment beaucoup. Merci. Bravo. Merci et bravo à vous. Et n'hésitez pas à venir nous voir, bien entendu, au stand E32 pour en découvrir un peu plus et ouvrir le capot avec les équipes Zest. À bientôt.